Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision Al-Wataniya. Bonsoir aussi chers téléspectateurs de l'émission Une heure pour construire une démocratie. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau pour parler aujourd'hui de la liberté d'expression. Sans tarder, avant même de lancer ce débat, nous allons retourner à la régie pour la question du jour. Voilà, merci l'incontournable et l'infatigable Racine Ouane. Merci également à Baye Ndiaga Mokhtar Fall. Pour commencer cette émission, une heure pour construire une démocratie, nous avons sur ce plateau deux professionnels du métier, deux journalistes de haut niveau. À ma gauche, j'ai Séré Sidibé, journaliste à la radio Mauritanie. Bonsoir Séré. Bonsoir Boubacar Nam. Voilà, à ma droite, la star de Wataniya, bien la star de Babacar Nam, Ndeye Sow Sidi. Bonsoir Ndeye. Bonsoir Babacar. Voilà, très heureux de partager ce plateau avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté d'expression. Quand on parle de liberté d'expression, c'est le droit d'exprimer librement ses opinions, fait partie des libertés fondamentales. Cette liberté est aussi l'une des premières que les régimes totalitaires enlèvent aux citoyens. Dans une démocratie comme la Mauritanie, comme se définit cette liberté, quelles sont ses limites? Nous allons débattre sur ce thème, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Alors, nous allons commencer ce débat par Séré Sidibé. Séré, rebonjour ou rebonsoir. Alors, nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la liberté d'opinion. Alors, ma première question, c'est quelle est la liberté d'opinion dans une démocratie? Alors, merci Babacar. Bonsoir, chers téléspectateurs. Dans une démocratie, la liberté d'expression, c'est d'abord le fait que des citoyens puissent s'exprimer librement, sans entrave, sans restriction. Mais bien entendu, quand on dit que les citoyens peuvent donner leur opinion, ça veut dire déjà que ça pose déjà le problème de la pluralité des opinions. Parce que moi, les positions que je défends, naturellement, sont différentes des positions de la tienne, et ainsi de suite. Et c'est ça un peu la démocratie. Donc il y a cet esprit de dialectique, de contradiction, de pluralité. C'est un peu ça. Donc, dans une démocratie, on peut s'exprimer librement, on peut exprimer ses opinions, ses pensées. Et cela a des limites nécessairement. Les limites, je pense que nous allons en parler. Voilà, donc pour résumer... Voilà, mais justement, est-ce que cette liberté d'expression aujourd'hui est bien installée aujourd'hui en Mauritanie? Comment vous jugez cette liberté d'expression? Vous, qui êtes journaliste aujourd'hui dans une radio ou dans la radio publique. Alors, pour parler de la liberté d'expression en Mauritanie, je pense que pour mieux appréhender la problématique, et là je parle en tant que professionnel, donc c'est l'argument technique que je vais faire prévaloir, parce qu'on a souvent, dans les débats, on privilégie toujours le politique. Alors je ne suis pas politique pour ceux qui m'écoutent, c'est l'argument technique et purement technique. Donc, en Mauritanie, pour parler de la question de la liberté d'expression, il faut l'aborder dans une approche diachronique, c'est-à-dire historique. Il faut connaître d'abord l'histoire de la Mauritanie. Parce que le premier journal en Mauritanie date de... c'est l'ancêtre un peu de l'AMI, l'agence mauritanienne de presse, ça date des années 75. Donc 1960 l'indépendance, il faut attendre 75. Et il faut attendre vers les années 89 pour qu'il y ait des journaux privés. Donc ça c'est un long cheminement. Il faut dire aussi que la Mauritanie a une histoire unique. Donc quand vous comparez la Mauritanie à d'autres pays, c'est ce qui fausse les règles du jeu. D'abord, régime militaire qui se sont succédés au pouvoir, et ensuite il n'y avait pas tout de suite des professionnels des médias. C'était des gens qui avaient appris sur le tas. Donc
ça, c'est des éléments qui font que le cheminement de la Mauritanie vers la liberté d'expression est un cheminement unique. Donc ces faits historiques, il faut les connaître. Il faut savoir que, de par le passé, en Mauritanie, la liberté de réunion, d'association, c'était pas autorisé. Aujourd'hui, nous sommes là en train de parler de la liberté d'expression. Donc pour vous aujourd'hui, déjà, on peut dire que cette liberté existe. La liberté, non seulement, il existe la liberté d'expression, elle existe non seulement dans les médias, mais toujours est-il que... elle existe dans les mouvements associatifs. Elle existe dans les mouvements associatifs, la société civile le connaît en boum, c'est clair. Elle existe dans la rue, chacun exprime ses pensées. Mais vous savez que les hommes sont toujours assoiffés de liberté. On veut toujours arracher, on n'est jamais... C'est une conquête perpétuelle, en fait. Et dans les médias, on va revenir maintenant, elle existe, mais dans les médias, il y a forcément des manquements, il y a des choses qu'il faut revoir, bien entendu. Alors, nous allons y revenir plus largement, Serré. Ndeye, alors quelle lecture faites-vous aujourd'hui de cette liberté d'expression? Bonsoir d'abord Babacar et bonsoir, je suis très heureuse de partager le plateau avec mon confrère monsieur Sidibé et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Moi je dis qu'il est impossible qu'il y ait une démocratie dans un pays sans la liberté d'expression, en fait, et vice versa. Et je trouve que vraiment il y a une nette amélioration, comme dit monsieur Sidibé, une nette amélioration, disons il y a une décennie. Moi je suis plutôt de la génération audiovisuelle, donc après mes études, quand je suis revenue ici, il y avait un boom avec la libération des ondes, les médias privés, les télévisions privées et autres. Donc je dirais la liberté d'expression, elle existe, la liberté d'opinion, elle existe chez nous. Mais bien sûr, il y a encore des manquements. C'est vrai qu'on est tous assoiffés de liberté, on en veut toujours plus. Mais moi, la partie qui m'inquiète le plus, c'est la manière dont les gens usent de cette liberté d'expression, justement. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la manière dont on use de cette liberté. On est libre d'exprimer ses pensées, on est libre de dire ce qu'on pense, mais il ne faut pas aussi qu'il y ait de l'anarchie. Il ne faut pas qu'il y ait l'anarchie dans un pays, voilà, dans un gouvernement, dans un pays, ou même, disons, c'est vrai qu'il y a un boom aussi avec les mouvements associatifs, comme il a dit tout à l'heure, avec la société civile, avec les médias, il y a tous les jours, avec la presse écrite, avec également les sites de communication. Mais moi, c'est le manque de professionnalisme qui me dérange dans tout ça. En fait, moi, je parle plutôt de la liberté d'expression, d'accord, mais plutôt chez nous, comment on utilise justement cette liberté dans le pays. Alors, vous avez parlé donc de la liberté d'expression, mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, je veux dire, cette liberté bute quelque part. Par exemple, aujourd'hui, il y avait une marche non autorisée donc de la jeunesse mauritanienne. Est-ce que, pour revenir toujours au juste donc sur cette liberté, est-ce qu'on peut juger normal au XXIe siècle refuser une marche donc à des citoyens mauritaniens? Alors, vous parlez de liberté d'expression. D'accord. D'abord, je suis d'accord sur le fait que les jeunes ont le droit de manifester. Nous avons tous le droit de manifester. Je suis d'accord et je suis aussi contre qu'ils refusent. Et surtout, la jeunesse aujourd'hui représente pratiquement presque plus de 50 ou 60% de la population. Je refuse en fait qu'on refuse à cette jeunesse le droit de s'exprimer, le droit de parler. Ça, je suis tout à fait contre. Mais je suis contre aussi qu'on organise une marche ou qu'une marche se déroule sans autorisation. On a déposé l'autorisation, on a tapé sur toutes les portes, disons que le gouvernement ou l'État ou ceux qui doivent, ou les autorités compétentes, ceux qui doivent autoriser cette marche ont refusé. Je suis pour qu'on fasse des communiqués de presse, je suis pour qu'on parle à la presse, qu'on parle au monde, qu'on parle aux médias, mais je ne suis pas pour qu'on fasse quand même cette marche, qu'on refuse cette marche, qu'on nous a refusé de donner l'autorisation. Alors là, Babacar, vous posez un problème politique. D'accord. C'est une marche. Oui. Alors ça, moi je dis que je vais parler en tant que professionnel. Mais là, vous me posez une question qui est politique. Mais j'essaie de répondre quand même parce que la marche, ça c'est prévu dans les marches, les grèves, c'est prévu dans la Constitution. Alors, les autorités sont les seules compétentes et habilitées à dire est-ce que cette marche, à décider que la marche, lorsque la marche doit dégénérer, doit porter atteinte à l'intérêt public, les autorités, même partout dans toutes les démocraties du monde, les autorités, quand elles ont des preuves suffisantes, et ça c'est prévu dans la
loi, c'est prévu dans des textes, que lorsque une marche peut porter atteinte, peut être source de troubles à l'ordre public, peut être source de violence, les autorités ont le droit d'annuler cette marche. Alors, très bien. Donc, à quel point la liberté d'opinion peut contribuer dans l'enracinement de la démocratie? Alors, la liberté d'expression contribue à tous égards à l'enracinement de la démocratie. Parce que dans un système démocratique, comme bien sûr, pour revenir un peu à Montesquieu, ses pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, il y a un éternel combat, le mot n'est pas très approprié, entre ces différents pouvoirs. Alors, justement, la liberté d'expression permet justement aux citoyens, le peuple, parce que, en fait, c'est ça, parce que la liberté d'expression permet au peuple de comprendre et de connaître, de comprendre et d'avoir un esprit critique sur la gouvernance politique, économique, judiciaire, j'en passe. Mais pour ce faire, il faut aussi un peuple éduqué. C'est-à-dire qu'il faut un peuple éduqué. Parce que la démocratie, quand Mitterrand disait que c'était un luxe pour l'Afrique, c'était une insulte. Mais la démocratie demande un peuple éduqué. Parce qu'il y a des textes, il y a des lois, il faut les comprendre. Et pour les comprendre, il faut être éduqué. Un journaliste à la radio qui donne une information, pour comprendre l'information, il faut être dans un certain niveau. Même si c'est dans votre langue maternelle, il faut pouvoir comprendre, il faut écouter. Les auditeurs, lorsqu'ils sont avertis, ils écoutent plusieurs radios à la fois, ils suivent plusieurs chaînes de télévision à la fois. Après, ils se font eux-mêmes leur idée. Leur idée, tout à fait. Donc, il faut cet esprit critique. Donc, la démocratie permet donc, la liberté d'expression permet donc d'avoir cet contre-pouvoir un peu comme la société civile, qui donne la parole aux citoyens. Les citoyens peuvent alerter les décideurs politiques. Parce que quand on leur donne la parole dans une télévision, etc., ils peuvent tout de suite dire que mais non, dans cette partie de la Mauritanie, dans cette partie du territoire national, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes, et ainsi de suite. Et donc là, les décideurs politiques sont alertés. D'accord. Mais est-ce que, Ndeye, on peut parler aujourd'hui donc de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, sans parler donc de la politique? Oui, ça c'est la question en fait à 1000 $, disons, parce que déjà, la politique c'est ce qui régit tout ce qui se passe dans un pays, dans toutes les nations du monde. La politique c'est ce qui régit tout ce qui se passe, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire qu'on va parler de liberté d'expression ou liberté d'opinion sans parler de politique. Et je reviens d'abord à la question que vous avez posée tout à l'heure, concernant l'importance de la liberté d'opinion. La liberté d'opinion, c'est vrai qu'il faut un peuple éduqué, mais il est aussi important que ce peuple-là sache que la liberté que moi j'ai ne doit pas, comme dans un pays comme le nôtre, où il y a des diversités culturelles, où il y a plusieurs langues, des sensibilités. Donc il ne faut pas que cette liberté d'opinion, cette liberté d'expression puisse toucher aux sensibilités de chacun de nos peuples. Les uns et les autres. Voilà. Donc c'est important de noter tout ça. Et cette liberté-là aussi, c'est ce qui fait avancer le monde. Moi, je dis mon opinion concernant un sujet. Monsieur Sidibé également, Babacar Nam également. C'est ce qui fait avancer un peuple. C'est ce qui fait avancer une nation. C'est très important. Voilà, la contradiction. Il faut que chacun donne son avis. Après, on voit ce qui est le mieux. Ce qui est préjudiciable, c'est que moi, je donne mon avis et lui n'est pas contre. Il me dit non. Non, moi, je donne mon avis. Lui donne son avis. Après, c'est comme ça que se construit une démocratie, puisque l'émission parle exactement. Démocratie. Alors, est-ce que donc aujourd'hui la liberté d'expression a des limites? Ben, naturellement. Vous savez, Babacar, quand l'Europe est sortie, la France notamment est sortie de la dictature religieuse et politique, la monarchie. À l'Assemblée nationale, il y avait deux courants. Ceux qui pensaient qu'il y avait deux courants. Il y en a qui pensaient qu'il fallait, puisqu'on sortait de la dictature, qu'il fallait permettre aux gens de s'exprimer librement, sans entrave, sans restriction. Alors, ça c'est le courant de Robespierre. Heureusement, ça ne s'est pas passé. Il y a un autre courant qui a dit non, mais la liberté, il faut obligatoirement des garde-fous. Donc, il n'y a pas de liberté sans
sans limite. Des règles. Il faut des règles parce qu'il faut l'éthique. Et là, on va revenir à la question fondamentale de notre profession qui est l'éthique. L'éthique, ouais. Qui est l'éthique. Parce que lorsqu'on permet à des gens de faire ce qu'ils veulent, on tombe dans le libertinage ou dans la pagaille, dans l'anarchie. Or, il faut des règles. On ne va pas retomber dans l'homme naturel de Rousseau. Il faut un contrat social. Heureusement, il faut un contrat social. Et c'est ce contrat qui permet le vivre ensemble. Qui permet que, comme Daïndé vient de le dire, qui fait que moi, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc l'entente, la concorde, comme il l'a si bien dit, dans un pays comme le nôtre, il doit y avoir des limites. Autrement dit, je dois parler, je suis libre de parler, mais je dois savoir que je ne dois pas... Par exemple, parler des sujets sensibles, offenser appel à la violence, à la haine raciale, voilà, j'en passe. Dans notre métier, parler en professionnel, voilà. Il ne doit pas avoir la diffamation, voilà. C'est interdit. Voilà, c'est très bien. Juste avant même d'aller sur donc notre deuxième rubrique, est-ce que vous jugez aujourd'hui que cette liberté d'expression en Mauritanie, comme vous venez de le dire, ne fait pas peur aujourd'hui quand on dit que cette liberté d'expression existe, alors que par contre, tant d'autres, il y a des gens qui disent aujourd'hui qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Mauritanie parce que la Mauritanie est tenue dans des mains de dictateurs. Alors, que répondez-vous à ces gens-là? Et quelle est votre lecture par rapport à ce sujet? D'abord, je trouve que le fait même de se mettre devant une télé ou devant une radio, d'écrire et de dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression et de dire qu'il y a des dictateurs, c'est déjà une liberté d'expression, à mon avis. Absolument. Voilà. Il fait un temps. Voilà. Il fait un temps où c'était impossible de dire quelque chose. D'abord, vous ne trouverez pas une tribune pour le dire. Oui. et même si vous le dites dans les sous-sols, je ne sais où... on a toujours peur. Donc si je comprends bien, donc vous êtes, a la liberté en tant que professionnel du métier, vous êtes satisfait? Donc on ne peut pas être satisfait, voilà. Justement. Dans nos rédactions, on ne peut pas être satisfait. Alors, la liberté d'expression et la liberté de la presse, nous, dans nos rédactions, en tant que professionnels du métier, on ne voit pas forcément la chose de la même manière. J'ai dit que quelqu'un qui dit qu'en Mauritanie, il n'y a pas de liberté d'expression, c'est qu'il a pris un peu l'histoire à partir d'un point... c'est-à-dire qu'il n'a pas pris l'histoire il n'a pas fait une étude un peu holistique. C'est-à-dire qu'il a pris une partie, c'est tout. C'est comme citer quelqu'un alors que vous n'avez pas pris la citation intégralement. Vous avez pris une partie. Donc, il y a une nette amélioration en fait. Voilà, il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès. D'ailleurs, il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès. D'ailleurs, mais pas totalement. Mais on ne peut pas être satisfait. Je ne dis pas du tout qu'il y a vraiment une liberté d'opinion, d'expression comme on le voudrait tous. Mais il y a quand même une... Absolument. C'est quand même très différent. Je discutais il y a de cela quelques années avec un confrère burkinabé, justement par rapport à la liberté d'expression. Il m'a demandé, mais dans vos rédactions, lorsque vous avez des éléments sur la présidente de la République, comment ça se fait? Vous les envoyez à la présidence, on les regarde et après vous diffusez. J'ai dit non, pas question. Il m'a dit non, pourtant, dans certains pays, à côté de vous ici, je ne cite pas. Alors, qu'est-ce qui me permet de ne pas citer? C'est aussi les limites qui font que les limites, le professionnalisme. Le professionnalisme a ses limites. A ses limites, qui fait qu'il y a des questions sur lesquelles je peux me prononcer, il y a des choses que je peux nommer, mais il y a des choses que je ne peux pas nommer sur un plateau de télévision. C'est encore ça, ce rappel-là. Donc tout professionnel doit avoir ça. Il m'a dit, mais à côté de vous, il y a des pays où, pour faire un élément qui se rapporte à la présidence de la République, ça passe par la présidence. Et il y a des pays où vous avez une presse présidentielle, où vous avez un banc de montage qui est complètement affecté à la présidence de la République, et à partir de ce banc de montage, où on fait tous les éléments, sont visualisés, on met le contenu qu'on veut et c'est après seulement qu'on diffuse. Monsieur Sidibé, vous êtes dans une radio publique, vous êtes à la radio Mauritanie, vous avez fait la télévision nationale. Alors comment vous jugez aujourd'hui cette liberté d'expression au niveau de la radio d'État ou de la radio publique comme... La radio publique. Alors, il y a le problème, Ndeye a touché du doigt un problème très sensible. Il y a la liberté d'expression, le contexte est là. Mais nous-mêmes, en tant que professionnels, il faut que nous profitons de ce contexte favorable. Profiter de ce contexte favorable suppose des journalistes d'un certain niveau, des journalistes
professionnels. Et cela passe par la formation. Et malheureusement, il faut dire qu'en Mauritanie, la formation reste le parent pauvre. Il y a eu la libération de l'espace audiovisuel, mais il n'y a pas cette libéralisation. Au niveau des médias publics, il faut dire que le grand problème au niveau des médias publics, c'est le statut. C'est vrai que les délits de presse sont dépénalisés, bon, il n'y a pas de souci, mais le statut du journaliste dans les médias publics, même dans les médias privés, reste précaire. On peut d'un jour à l'autre mettre fin au contrat d'un journaliste dans une télévision privée. Si contrat il y a. Mais exactement, est-ce que vous jugez normal? Alors, non. Justement, je vais en revenir. Alors, lorsque on vous dit vous avez la liberté de parler, lorsque vous n'avez pas de contrat, vous êtes éjectable. C'est un emploi précaire. Et lorsque le professionnalisme rime difficilement avec statut précaire. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer ce phénomène? Non, mais parce que la APA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, qui a étudié les cahiers de charges lors de la libéralisation de l'espace audiovisuel, qui était là, je pense que la APA devait regarder. Parce que si dans les médias privés, notamment, dans les médias privés, si on avait placé la barre très haut, et on dit aux gens, vous recrutez dans telles conditions, contrat, et le salaire est fixé à temps. Mais justement, la APA ne regarde pas. Justement, s'il y avait ces mesures-là étaient respectées dès le départ, dans les médias privés, on n'allait pas recruter, débaucher quand on veut. Non, on allait chercher des professionnels, parce que la plupart des médias privés qui ont commencé ici, ont tout simplement remercié les premiers qui étaient là. Tout à fait. Les premiers visages, tout à fait. Les professionnels. On ne voit jamais les mêmes visages. S'il y avait des critères bien définis, drastiques, contrat dûment fait, signé, avec une rémunération bien définie, etc. On ne peut pas débaucher quelqu'un facilement. C'est l'argument d'un professionnel du jour au lendemain. Alors, très bien, nous allons... non, mais je disais, je le rejoins tout à l'heure, évitant que l'APA n'accomplit pas en fait ces cahiers de charges. Les cahiers de charges ne sont pas respectés du tout. Et l'APA regarde à côté. Donc, on voit tous les jours ce qui se passe. On voit des journalistes qui travaillent. Je peux travailler, moi je suis stagiaire, je travaille un mois, demain on me dit tu peux partir, je prends 2 stagiaires, une vague de stagiaires qui partent et qui reviennent. Les gens ne sont pas rémunérés, ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Et c'est normal que les journalistes ne soient pas, les professionnels ne restent même pas en Mauritanie. Ceux qui font leurs études en France, disons au Sénégal, ne veulent même pas revenir ici. Mais c'est normal, parce qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas disons... Et puis surtout, il faut le signaler, il y a énormément de journalistes professionnels aujourd'hui mauritaniens qui sont aujourd'hui dans la sous-région. Il y a énormément de journalistes en Mauritanie qui travaillent dans les télés, qui travaillent. C'est pour ça qu'il y a plein de diffamations, beaucoup de subjectivité dans nos médias. Voilà, très bien, chers confrères, nous allons y revenir donc plus largement. Donc nous allons retourner à la régie pour notre deuxième rubrique avec les citoyens. Merci beaucoup. Donc la régie, je rappelle ce qui nous prend en cours, que nous avons invité sur ce plateau 2 grandes voix donc, de la presse mauritanienne, de l'audiovisuel je peux dire, donc Séré Sidibé, journaliste de télé et de radio, Ndaïssa Ossidi, aussi journaliste de la télévision donc Al-Watania. Donc retour donc sur avec la régie, avec Racine Owan, l'incontournable et l'infatigable, donc pour les reportages du jour. Vous savez, la Mauritanie, c'est un grand pays. Aujourd'hui, parler de liberté d'opinion, je dirais, il y a la liberté d'opinion. C'est quoi la liberté d'opinion? C'est quand la presse, quand les gens peuvent dire ce qu'ils pensent du déroulement et de la marche du pays. Vous savez, il y a Alain Mink qui est un grand politologue français qui disait que en matière de démocratie, il n'y a qu'une seule liberté, c'est de choisir son chef. La Mauritanie a choisi un chef qui est le président de la République. Laissons-le faire le travail qu'il doit faire. Et ce travail, c'est de laisser les Mauritaniens l'aider à penser et à développer le pays. Il y a une liberté d'opinion.
il y a une liberté de presse. Personne ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi sans que la presse en rende compte. Donc, je dirais qu'en matière de liberté de presse, notre pays est très en avance par rapport à certains pays qui nous entourent. Pour moi, en ce qui concerne la Mauritanie, wallah, il y a une liberté d'expression et la presse est très très libre. Et Dieu merci, ça se voit à travers l'internet, à travers la multiplicité des chaînes de télévision, des radios. Et voilà. Bon, concernant de la liberté d'expression, ça c'est évident parce que c'est les piliers de la démocratie. On ne peut pas être un État démocrate ou bien un État libre sans qu'il y ait la liberté d'expression. Donc il est évident qu'on soit libre et capable et pouvoir parler ce qu'on veut et ce qu'on souhaite. Et c'est que la vie de tous les Mauritaniens soit exprimée, leur avis et tout ça. Et je crois que la liberté d'opinion joue un rôle très important dans la démocratie. Je crois que la liberté d'expression, c'est juste quelqu'un qui a une idée, il devrait dire son idée et les gens aussi auront quelque chose à dire sur l'idée. S'il a une bonne idée, ça veut dire s'il a une idée qui est correcte et les gens le suivent, donc il est libre d'avoir un choix, de parler son choix. C'est ça, moi je crois que c'est ça la liberté d'expression, c'est d'être démocratique et que tout le monde a un droit de parler, un droit de dire ce qui te touche ou ce qui te semble intéressant, tu le dis, et les gens aussi auront des choses à dire sur ce que tu dis. Donc moi, en grosso modo, je crois que c'est ça la liberté d'expression. En bon attendeur, salut à vous aussi. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, commentaire, Ndeye. Oui, en fait, je suis, disons bien sûr, je suis d'accord avec la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la presse et autres, mais je reviens surtout sur le manque de professionnalisme chez nous, par exemple, pour la presse et pour le peuple également. On a la liberté d'opinion, mais il y a des questions quand même qu'on ne peut pas encore, questions qui sont sensibles, comme la religion. Par exemple, il y a des questions sensibles comme la diversité de notre pays, la diversité du peuple, la diversité du langage. C'est des questions sensibles que les gens, j'ai l'impression que les gens ne savent pas trop comment danser avec cette histoire-là. Les gens ne savent pas trop comment se comporter devant des sujets comme la religion, comme la diversité de notre pays. Et c'est vraiment, des fois, on sent en fait qu'il y a un lourd sur la population, sur le peuple. Ils peuvent parler, disons. Mais il y a des questions qui sont difficiles, on ne sait pas comment les traiter. Aussi bien l'opinion publique, aussi bien chez les professionnels de la presse. Alors, vous avez suivi donc Sidibé, donc le commentaire donc de nos citoyens, de nos compatriotes. Quel est votre sentiment? Je dois dire que la liberté de la presse, elle ne peut pas être absolue. C'est comme toutes les libertés. Parce que la presse, enfin, le journaliste, les médias sont entre le marteau et l'enclume. Nous avons un juge qui est l'opinion et nous avons de l'autre côté le pouvoir. Parce que vous voyez, on est jugé à la fois par le pouvoir et par l'opinion. Donc c'est pourquoi le journaliste n'est pas un journaliste qui veut. Donc on revient encore au profil du journaliste et finalement à la question fondamentale qui est le professionnalisme. Il n'y a pas deux voies pour être professionnel. C'est le niveau académique, c'est la formation, c'est la responsabilité. Et ça dépend, c'est aussi les techniques journalistiques. Parce que vous êtes là pour l'intérêt général. Le journaliste est là pour l'intérêt général. Bon, mais la presse, elle ne peut pas être libre totalement comme on le pense, même dans les grandes démocraties. Parce que la presse est toujours derrière le Figaro, l'Observateur ou je ne sais quel groupe, quelle radio, quelle chaîne de télévision, quel journal. Vous avez forcément un homme. C'est vrai que la station radio privée ou la télévision, a une fonction sociale, mais derrière, vous avez un homme qui cherche de l'argent. Donc il y a besoin de la publicité. Moi je trouve le problème principal ici, c'est l'éthique et la déontologie dans notre pays. Il n'est pas concevable qu'un journaliste puisse se mettre sur sa page, disons, sa page internet ou écrire un article et parler exclusivement du gouvernement. Oui, le président a fait, oui, on est d'accord avec ceci. On manque d'objectivité dans nos articles, on manque d'objectivité dans nos émissions, on manque d'objectivité dans tout dans les sujets qu'on traite ici. C'est le problème du journalisme. Et aussi, on a un autre problème, on a un problème de l'accès à l'information. Moi, je peux dire aux gens, oui, je suis libre de dire ce que je veux, mais si je dis ce que je veux sans pour autant avoir des données
données qui confirment ce que je dis. J'ai vu plein d'articles, j'ai vu plein d'émissions. Et j'ai vu des émissions radio, à la télévision, des gens qui spéculent, qui diffament toute la journée. Ils n'ont pas de preuves. Est-ce que la faute revient donc aux journalistes? Oui, absolument. Pourquoi ils écrivent? Tu n'as pas le droit d'écrire un article, de produire un article, lorsque tu n'as pas des éléments d'information suffisants qui te permettent d'écrire un article. Mais si le journaliste n'est pas bien formé, alors, parce que vous l'avez dit tantôt, mais c'est pas un journaliste. Le fait de recruter des journalistes dans des bases vraiment compliqué. Oui, mais comment le journaliste... Il a une conscience professionnelle. D'accord. Mais si le journaliste n'est pas bien formé, je dis... Il n'a qu'à changer de métier. Il n'a pas justement cette conscience professionnelle. Il n'a qu'à changer de métier. Il n'a qu'à changer de métier parce que ce métier-là n'est pas donné à tout le monde. Moi, je trouve que cette tâche revient au patron de la presse qui prennent justement ces journalistes-là, qui prennent ces personnes-là, alors que ces personnes ne sont pas... C'est ce que je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, dans les différentes radios, télévisions ou même la presse écrite, on rencontre des gens qui ne sont pas du métier, qui ne maîtrisent pas... on a même un problème avec les professionnels, les journalistes. On a même un problème avec l'information. L'accès à l'information, c'est pas seulement... on doit avoir l'accès... Le journaliste doit avoir le droit d'avoir l'accès à l'information, que ce soit au pouvoir public, dans les autorités, partout. Des fois, on est là, on est des professionnels, absolument. On va faire un reportage, on n'a pas le droit, on ne veut pas le directeur, on dit non, c'est pas possible de lui parler. Pourquoi? Il faut qu'il cherche une autorisation. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et moi, des fois, je suis outrée et je dis, par exemple, si moi je vais voir... je vais dans une commissariat et je veux parler à un inspecteur ou à un policier qui refuse de me parler pour qu'il m'explique une situation. Pourquoi? Parce qu'il faut une autorisation plus haut. Et si moi, je n'ai pas le droit non plus de faire un article, mais j'ai le droit de noter, de dire que je suis allé voir cette entité et qu'ils ont refusé de me parler. Absolument. Et en général, on ne le fait pas dans nos articles. Ça, c'est autorisé. Voilà, on ne le fait pas dans nos articles, on ne le fait pas à la radio, on ne le fait pas à la télévision. Donc, si je comprends bien, c'est le manque de professionnalisme. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui tue notre profession, c'est parfois l'autocensure. Les plus grands ennemis de la liberté de la presse, ce sont les journalistes eux-mêmes, c'est nous-mêmes. L'autocensure, c'est nous-mêmes. Nous avons des idées préconçues dans la tête. Si je fais comme ça, on va me dire non. Alors que, écoutez, moi j'ai travaillé à la télévision, comme tu le sais, j'ai travaillé à la radio. Et moi je ne rencontre pas, en tout cas de restrictions, de censure vraiment manifestes. Mais il y a des choses sur lesquelles, effectivement, la rédaction décide d'en discuter parce que c'est trop sensible. C'est normal parce que nous avons une ligne rédactionnelle, c'est clair. Comme à Watania ici, vous avez votre ligne. Il va sans dire que moi qui suis dans un média public, ma ligne rédactionnelle n'est pas la vôtre. Parce que nous, du point de vue institutionnel, nous dépendons donc de l'État, du ministère. D'accord. Nous allons y revenir pour permettre aussi à nos chers téléspectateurs de partager avec nous cette émission. Donc je demanderai tout simplement à mon ami et frère, l'incontournable et l'infatigable Rassiwan, d'afficher sur la bande du petit écran le numéro des téléphones pour permettre à nos chers téléspectateurs de partager aussi ce thème. Aujourd'hui, on parle de la liberté d'expression, la liberté d'opinion en Mauritanie. Voilà, vous pouvez donc participer avec nous dans cette émission. Alors, la Mauritanie a occupé, ou occupe même, le premier rang dans le domaine de la liberté d'expression. Au niveau des pays arabes. Au niveau des pays arabes. Alors, aujourd'hui, vous jugez ça positif? Vous êtes content que votre pays reste toujours sur cette première place? Oui, je ne sais pas si je suis content ou pas, parce que je trouve que la plupart des pays arabes n'ont même pas de liberté d'expression, pour la plupart. Donc, être au-devant de ces pays qui n'ont même pas de liberté d'expression, je dirais que c'est un petit peu facile. Donc, en fait, c'est ça qui me pose problème, le fait d'être justement premier. Pourquoi accepter d'être premier devant ces pays, justement, qui n'ont même pas de liberté d'expression? J'en fais pas une fierté, personnellement. Oui, mais sauf que vous avez deux paramètres. Au niveau des pays arabes, nous sommes en peloton de tête, mais également au niveau des pays africains, nous ne sommes pas très mal placés. Donc, ça aussi, pas très mal placés. Oui, on ne sommes pas très mal placés. Ça veut dire que... Ça veut dire que le train est en marche. Parce que c'est une quête perpétuelle, la liberté d'expression. On ne peut jamais être satisfait. Ah oui, mais Et c'est pour cela que je dis que je disais que ça reste beaucoup de choses à faire. Hein. Oui, parce que bien sûr. Le contexte est favorable. Mais
les journalistes, lorsque vous lisez les journaux, lorsque le contenu, que ce soit au niveau du public que du privé, le contenu, il y a un contexte qui est favorable, mais le contenu, la matière journalistique laisse à désirer de façon générale. On est quand même à un niveau... De façon générale. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais la vérité, c'est celle-là. C'est exactement ça. La vérité, c'est celle-là. Oui. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est la télé Watanier, je viens d'intervenir. Oui, allez-y, nous vous écoutons, monsieur. Votre nom, vous appelez d'où? Allez, bonjour Bakar. Oui, bonsoir. Bonjour Bakar, je vous appelle depuis Ayoun. Vous êtes à Ayoun. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons, monsieur. Nous parlons donc de la liberté d'expression. Quel est votre avis? Ah, c'est dommage, hein? C'est dommage. Donc, certainement, il aura donc l'occasion de revenir très bientôt. Oui, oui, je voulais continuer. Donc, au niveau, vous avez un contexte général qui est là. L'espace audiovisuel qui est là, la libéralisation, vous avez la liberté d'expression, mais quand on regarde les contenus, le produit qu'on propose aux citoyens mauritaniens, c'est pas un produit de qualité. Ouais. Donc, il faut oser le dire, c'est pas un bon produit. C'est pas un bon produit. Oui. Et le défi, c'est au niveau de la presse elle-même. Voilà. Donc c'est au niveau. Nous avons un contexte qui est là parce que les gens passent tout le temps, puisqu'il n'y a pas eu de. On n'a pas encadré le métier. Parce qu'au lendemain de la libéralisation, les gens ont pensé que peut-être que ça va changer. Je pense qu'on n'était pas préparés, justement. Mais exactement. Voilà, on n'était pas préparés à cette libéralisation. On n'était pas bien préparés. Absolument. Tous ceux qui ont échoué dans la vie viennent dans la presse. Mais tout le monde est journaliste. Tout le monde est journaliste. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est journaliste. Il est vrai que on n'est pas journaliste parce que forcément on sort d'une école de journalisme, même en France, même dans d'autres pays. Mais il y a un parcours. Dans certains pays, c'est la carte de presse. Il faudrait démontrer que vous appartenez à un organe de presse connu, respecté. Il faudrait démontrer que vous avez les 80% de votre salaire, vous vivez régulièrement de façon permanente de la pratique journalistique. Ce sont ces conditions-là qui peuvent influer pour qu'on vous attribue la carte de presse. Mais ici, sans carte de presse, n'importe qui se lève... Pour être journaliste. Pour être journaliste. Et c'est malheureux. Hein? C'est malheureux. Alors, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, nous vous écoutons, monsieur. Votre contribution. Oui, je m'appelle ça. Oh là là. Ah. Alors, je voulais ajouter, Babacar, que avec les réseaux sociaux aussi, les journalistes professionnels ont des problèmes. Parce que même dans les pays développés, les réseaux sociaux tuent le journalisme professionnel. Mais là-bas, les gens, ils essayent en tout cas de se défendre. D'où la prolifération de la diffamation. Avec les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les sites de communication. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, l'État n'a pas failli aussi à ce point? Alors, parce qu'aujourd'hui, si on voit vraiment que donc, sur les... Oui, nous allons prendre cette téléspectateur. Oui. Alors, je disais que aujourd'hui, comme vous venez de le dire, donc les réseaux sociaux... Ah ben oui, c'est un défi. C'est un défi. Absolument. Alors aujourd'hui, quel est le rôle de l'État dans tout ça? L'État, il y a déjà la APA. L'État doit encadrer. Quand on dit l'État, c'est la APA. C'est la APA. Oui. L'État doit encadrer. Parce que n'importe quelle personne qui a un smartphone se permet de filmer même des mineurs parfois. Alors que nous, on a ce qu'on appelle le droit de l'image. Je ne dois pas filmer des mineurs. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur. Oui, je voudrais... Allô, Bakar, bonsoir. Bonsoir. C'est Moulay depuis Ayoun. Oui, nous vous écoutons. Je voudrais dire que la liberté d'expression et d'opinion, ça existe depuis quelques temps. Alors, nous vous... Mais le problème, c'est pas la liberté de la... c'est pas la liberté parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce métier de journalisme et qui ne sont pas des journalistes. C'est ça le problème. Il faut rationaliser la liberté. Parce que ce n'est pas n'importe qui,
Voilà. C'est exact. Voilà, c'est ce qu'on disait tout de suite. Il faut assainir. Il faut assainir la profession. En même temps, la APA ne peut pas maîtriser ce qui se passe sur les réseaux sociaux. La APA ne peut pas maîtriser les réseaux sociaux, Facebook, disons Twitter et autres. La APA ne peut pas régulariser, mais je trouve d'abord qu'il est essentiel que la APA puisse régulariser déjà ce qu'elle peut régulariser, ce qu'elle n'a pas encore fait. Disons la presse écrite, disons les télévisions, les radios, les sites de communication qui sont vraiment un ramassis. Et moi, je prends une information, je l'écris tout de suite et on se le relaie partout sur les sites de communication, alors que c'est des informations qui sont fausses, qui ne sont pas vérifiées, c'est très mal écrit, c'est pas du tout structuré. La population lit ça tous les jours et la population croit en ça. Oui. C'est ça le pire. Absolument. D'où le manque d'éducation. Mais justement, et le rôle de l'État dans tout ça? Oui, la APA doit régulariser. Non, il doit avoir exactement, c'est ça. Il doit avoir des garde-fous. Des garde-fous. Le problème, c'est que le sensationnel, c'est que font les gens qui se disent journalistes, qui ont leur smartphone et qui passent le temps sur les réseaux sociaux. Ils font du sensationnel. Ça se vend vite. Oui, le sensationnel est plus vendeur. Ouais, le professionnel, il a des limites. Parce que c'est la limite, vous ne pouvez pas vous permettre de tenir n'importe quel propos, ou n'importe quel discours. Vous avez des limites, ça c'est la déontologie qui vous appelle à l'ordre, c'est clair. Alors, ces gens, ils peuvent prendre une petite fille, on filme la petite fille, on passe ça dans les réseaux sociaux. Mais les gens ne connaissent pas justement le droit à l'image. Le droit à l'image. Est-ce que vous voyez? Il y a également la diffamation. Il y a la diffamation, il y a la calomnie, qui sont des fautes graves dans notre profession. Oui, allô? Oui, allô, oui, vous écoutez? Oui, nous vous écoutons, monsieur. La presse est confrontée aussi à un autre problème, cette fois-ci. C'est la presse elle-même qui est attaquée par la population elle-même. Oui, mais parce que... La presse est attaquée par la population elle-même. Oui, parce que lorsque la presse perd sa crédibilité, c'est fini. Il faut mettre la clé sous le paillasson. Lorsque une radio, une chaîne de télévision, un journal perd la crédibilité, parce qu'il y a un contrat entre le journaliste, ou en tout cas la chaîne, et l'opinion. Je parlais tout à l'heure du lorsqu'on perd la crédibilité, mais si on perd... parce que si moi je parle aujourd'hui à Ouattania, j'ai dit des propos qui sont très clairs. Alors après je m'aperçois que mes propos, on a coupé une partie et l'autre partie, on a mis les ciseaux et on diffuse une partie de ma pensée qui trahit ce que j'ai dit. Alors écoutez. CDB, je reviens aussi à la situation où la population attaque les journalistes, le peuple, et en fait parce qu'il y a des sujets sensibles, comme la religion. Ouattani a déjà été attaqué parce qu'on avait un invité qui parlait par exemple de ce sujet de religion. C'est pour dire que le peuple lui-même, des fois on a l'impression que ce peuple-là n'est pas encore prêt à assumer vraiment cette liberté d'opinion concernant la population elle-même et concernant nous les journalistes. Parce qu'il faut savoir aussi que nous sommes des humains, nous faisons partie de ce peuple. En tant que professionnel du métier, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème une bonne fois pour toutes? Il faut un État fort. Une bonne éducation. Il faut des journalistes compétents et professionnels qui éduquent, parce que de toute façon, c'est à nous de façonner l'opinion. Voilà. C'est la presse. Allô, salam alaikum. Oui. C'est la presse qu'il faut Salam façonner. Allô, salam alaikum. Oui, nous vous écoutons, monsieur. Tu veux parler dans l'émission qui se déroule sur Ouattania? Voilà, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Bonjour, comment vous allez? Très très bien, merci. Bon, je voulais juste parler au monsieur là qui est à côté de vous. Je m'appelle Abdelrahman Dieye. Nous vous écoutons, monsieur Abdelrahman Dieye. Bon, je veux juste parler du problème de la liberté de l'opinion en Mauritanie, car vous savez, ici en Mauritanie, le problème c'est que les journalistes ne s'investissent pas au fond. Les journalistes ne s'investissent pas au fond, c'est ce que je ne pas le meilleur de même. Ok. Oui, et que comme le gars qui était à côté de vous, on s'est rencontré une fois, j'étais à l'école nationale des travaux publics. Les journalistes qui à côté de vous, on s'est rencontrés, lui et moi, à l'école nationale des travaux publics. D'accord, oui. Comment? Est-ce qu'il y avait du théâtre, du charia qui faisait là-bas? Je lui ai dit réellement que ça ce n'est que du théâtre lors du président de la République. Je n'ai pas compris. Et il s'est mis en train de rire. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que... On vous entend mal, hein, monsieur Dieye. On vous entend très mal. Je dis que ce que je veux vous dire, c'est que... Oui, nous vous écoutons.
pour vous, il n'y a pas de liberté d'expression ou d'opinion. Bon, il y a un c'est pas autonome, les journalistes ne sont pas autonomes. Parce que vous êtes en direct, vous dites ce que vous voulez, hein. Non, mais je dis que les journalistes ne sont pas autonomes. Mais est-ce que ce que vous entendez aujourd'hui sur ce plateau n'est pas autonome? Je veux juste dire que ils ne prennent pas la responsabilité de dire ce qu'ils ont vraiment le devoir de dire. Il faut toucher les points les plus sensibles. Il faut toucher les points les plus sensibles. Mais les points les plus sensibles, c'est quoi, au juste? Quels sont les points les plus sensibles? C'est le problème des citoyens de la Mauritanie. La Mauritanie, ça va mal. Dans quel sens? Le terme, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression. C'est la liberté d'expression, la liberté de dire tout ce qu'on a intégré de juste. Ok. Vous savez, je vous écoute et je vous tue. Je vous écoute et je vous tue. Et je veux que vous ayez la conscience que la population est derrière vous. Vous avez le devoir d'accomplir votre mission envers la Mauritanie. Ok, ça c'est clair. Je n'ai pas des erreurs d'ingénieurs qui ont été expliquées à l'école de marché. Voilà. Merci beaucoup, M. Dieye. Il a été moi, très je comprends clair. un petit peu son souci. Pour lui, les journalistes mauritaniens ne s'investissent pas et puis ils ont des limites. Le manque d'investigation de journalistes. Je me demande des fois, est-ce qu'on a des journalistes d'investigation? Pour lui, les journalistes ne disent pas la vérité. Mais ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du journaliste. Ça dépend du journaliste. Nous ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Et ça dépend aussi de quel média. Parce que, comme je l'ai dit, on revient. Ça, c'est notre cuisine interne. Nous le savons en tant que professionnels. Tout à fait. Eux, ils ne peuvent pas le savoir. Tout à fait. Mais moi, j'appartiens à une rédaction qui a sa ligne rédactionnelle. Je suis tenu par cette ligne rédactionnelle. Je suis dans un média public. Nous allons y revenir. C'est important. Très important. Oui, allô? Allez, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais dire que le débat est très important. Vraiment, ce débat est très important. En ce qui concerne la liberté d'expression, ça existe. Donc, elle a dépassé quand même ce qui est autorisé. Le problème maintenant, comment on peut sortir de ce problème qui existe maintenant? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne le métier de journaliste, parce que c'est un métier noble et le métier le plus difficile. Absolument. Voilà, merci. Merci. C'est aussi un métier ingrat. Voilà, un métier très difficile. Très difficile. Parce que vous êtes tout le temps sous pression. Sous pression, tout à fait. Pression, comme je l'ai dit, il y a l'opinion qui vous sanctionne. Parce que ça, c'est un peu l'opinion. Ceux qui nous suivent à la radio et à la télé, tous les jours. Et l'opinion commence aussi par chez nous. Les pouvoirs publics. Ça, c'est partout. Donc, le journaliste, et vous avez vos convictions personnelles. Et pour revenir sur ce point, M. Sidibé, notre doyen Elhadji Gaye, que j'ai salué de passage, me disait un jour qu'il est parti à l'hôpital amener quelqu'un pour se soigner. L'infirmier ou le médecin lui dit alors, il faut le mettre là-bas parce que vous êtes les journalistes qui font que chanter le ange de l'État, alors que, comme vous venez de le dire, ils oublient que vous avez une ligne rédactionnelle. Oui. Alors que vous êtes donc une radio publique. Votre ligne, comme vous le dites, rédactionnelle, n'est pas la même chose que la ligne rédactionnelle de la télévision Watania. Absolument. Alors, même lorsque vous allez en France, vous avez des Figaro, vous avez Le Monde, La Croix, chacun de ces journaux, ou en tout cas les radios et les télévisions ou autres qui sont dans le paysage là-bas, défendent des idées et des valeurs. Un peu comme les partis politiques. C'est sûr que par rapport à la France-Afrique, vous avez le traitement de Libération ne peut pas être le même traitement qu'un autre journal qui a d'autres idées. Un peu comme les partis politiques. Dans les médias publics, de façon générale, je ne veux pas citer de nom,
mais dans les médias publics de façon générale, dans la sous-région, mais écoutez, vous êtes obligé de respecter les règles de bienséance, vous êtes obligé de valoriser les acquis du gouvernement, vous êtes obligé de donner l'information au gouvernement par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été extra. D'accord. Vous pouvez critiquer, mais tout dépend de votre façon de présenter. D'accord, mais justement, Serré, est-ce qu'aujourd'hui c'est une raison? Parce que vous êtes du public et vous êtes tenu donc à informer l'État alors qu'on dit radio publique. C'est pour les Mauritaniens. C'est pour les Mauritaniens. Mais ils ont droit à accès dans cette... Ils ont accès à l'information. Lorsque vous avez... Mais pas totalement, même s'ils ont accès à l'information, pas totalement. Mais tout dépend. Parce que de toutes les façons, je dis que le journaliste est toujours entre le marteau et l'enclume. L'opinion et le pouvoir. Surtout lorsque, dans un média public, vous êtes sous la tutelle d'un ministère. Est-ce que vous voyez? Donc, vous répondez... Qui contrôle tout. En tout cas, qui ne contrôle pas, mais en tout cas, qui a un regard sur ce que vous faites. Parce qu'institutionnellement, vous dépendez d'un ministère. Moi, je dirais qu'il contrôle. Ce n'est pas le propre seulement de la Mauritanie, c'est tous les médias publics. Mais est-ce que vous partagez cette idée? Pas totalement. Je dirais que ce ministère, ces tutelles-là, vraiment, à la main mise de ce que font. Non, elle n'a pas la même mise. Oui, il contrôle la plupart de ce qui se passe. En droit, non, vous faites vos journaux comme vous entendez, comme vous voulez. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Mais c'est des journaux qui sont totalement carrés. Oui, mais... Où on parle exclusivement, la plupart du temps, de tout ce qui se passe avec l'État. Alors qu'on parle à la population, il y a des questions concrètes. Moi, je peux vous dire que c'est souvent un problème personnel au niveau de la rédaction. Personne, on a reçu de consignes. Moi, j'ai jamais eu c'est de l'autocensure, alors. C'est de l'autocensure. C'est de l'autocensure. C'est de l'autocensure. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est encore... Ça revient à l'éthique et la déontologie. La formation, l'éthique et la déontologie et la formation. Mais dans nos institutions, je veux dire, dans nos institutions d'État, que ce soit la radio, l'AMI ou la télévision, l'État nomme des directeurs politiques, des gens qui viennent de la politique. Surtout dans la sous-région, c'est le poste de directeur général d'une radio ou d'une télévision est politique. Mais Babacar, je ne félicite pas non plus les télévisions privées, parce qu'eux aussi sont sous, en fait, disons, une tutelle de télévision commerciale. Absolument. Qui privilégie, en fait, le commercial au détriment de tout ce qui reste. Vous, votre actionnaire principal, quand il décide qu'en couvrant tel truc, ne parlez pas de ça et de ça, vous êtes obligé de traiter ça avec beaucoup d'attention. Je dis qu'on est divisé en deux. Tout dépend du journaliste, de sa formation, de son professionnalisme. Il a une manière de présenter. Voilà, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous allons y revenir parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Voilà, donc troisième rubrique, nous allons attaquer donc directement notre troisième rubrique donc aujourd'hui, c'est le comportement des citoyens. Alors très bien, donc nous allons donc parler un tout petit peu des comportements, des citoyens mauritaniens. Des fois, on juge ce comportement vraiment très abusif. Des fois, on voit des gens qui font du n'importe quoi. Alors nous allons à la régie pour Racine, si vous pouvez nous permettre aujourd'hui de nous montrer ces images que nous allons commenter directement avec mes invités du jour. Alors Ndeye Sow Sidi et Serré Sidibé. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la capitale mauritanienne, Nouakchott. Alors, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui dans la capitale Nouakchott, centre-ville. Alors, le stationnement des voitures, les ordures, les commerçants qui étalent leurs marchandises partout. Alors, comment vous jugez cette... Babacar, au-delà même d'être journaliste, au-delà même d'être une professionnelle de la communication, je fais partie d'une organisation, d'une association qui parle de l'environnement, Remote Climate Movement. Et on lutte tous les jours contre ça, en fait. Moi, je trouve que la plupart des Mauritaniens manquent de civisme.
On voit dans les risques ce qui se passe tous les jours. Les gens conduisent n'importe comment, se comportent n'importe comment, jettent des déchets n'importe comment dans les rues et ensuite ils se permettent de juger, ils se permettent de critiquer les autres. On se permet de critiquer disons, ces entités qui ne nettoient pas les rues alors qu'ils nettoient une seconde après. C'est vrai qu'ils ne font pas un travail clean. Ils nettoient une seconde après et tout le monde le fait. Tout le monde jette dans la rue. Tout le monde parle n'importe comment. Les gens sont très mal éduqués. La plupart des personnes sont très mal éduquées. Ils conduisent n'importe comment. Donc, des fois, on se demande la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Je pense qu'il faut d'abord s'autocritiquer. Le Mauritanien doit s'autocritiquer, voir vraiment, effectivement, le problème à résoudre d'abord chez lui, lui-même, pour pouvoir critiquer les autres. Voilà, ce qui va et ce qui ne va pas. Alors, oui, votre... il a parfaitement raison, c'est que le Mauritanien a tendance à critiquer. La critique, c'est facile, c'est l'art qui est difficile. À dire l'État. Mais le Mauritanien ne se pose jamais la question. Lui, en tant qu'acteur, partie prenante, acteur, citoyen, qu'est-ce qu'il fait? Alors, ils oublient que l'État, c'est vous, c'est moi, c'est Ndaï, c'est eux. Mais donc, ils oublient, ils ont tendance à jeter la pierre sur l'État, eux-mêmes par rapport à leurs devoirs. Qu'est-ce qu'ils font? Cette question, souvent, beaucoup d'entre nous ne se la posent pas. Lorsqu'on voyait ces images de Nouakchott comme ça, des images, voilà. Et en pleine ville. Ça pose un problème de civisme qu'elle vient de poser. Et le civisme s'apprend à l'école, dans les familles. Donc c'est cette crise d'éducation. Il faut qu'on revoie notre modèle social, notre façon d'éduquer, la cellule familiale, l'école. Voilà. Il faut que les valeurs, il y a des valeurs sur lesquelles on ne doit plus étrangiser. Il faut que l'école retrouve ses lettres de noblesse. Alors vous êtes journaliste, vous êtes écouté, vous êtes suivi. Alors quel est le message que vous lancez aujourd'hui à la population mauritanienne, de manière générale? Moi je dirais qu'il faut être fier. C'est vrai qu'on n'a pas le pays, on n'a pas un pays parfait. Il y a beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses à revoir, mais on doit s'autocritiquer. Quand je commence moi-même déjà, je me critique, je me comporte en Mauritanien modèle, je me comporte en bon citoyen, j'aide mes voisins, je veille à ce que mes enfants, je veille à ce que ma famille ne jette pas d'ordures dans la rue, n'insulte pas tout le monde, conduise correctement, se comporte correctement. Une question d'éducation, ça commence à l'école avec les professeurs, ça commence à la maison avec la famille, comme Sidibé a dit, ça commence. C'est vrai qu'il y a des associations qui se forment, des gens qui essaient de faire avancer les choses. Mais il faut d'abord commencer par chez soi, commencer par soi-même, essayer d'améliorer les choses. Moi, j'inviterais vraiment à ce Mauritanien-là d'être fier de son pays. C'est vrai qu'il n'est pas parfait, mais ceux qui sont fiers de leur pays aussi, la France n'est pas parfaite, l'Égypte n'est pas parfaite, le Sénégal voisin, qu'on glorifie tellement ici en Mauritanie, n'est pas du tout parfait. Mais c'est des populations, c'est des personnes, c'est un peuple qui est fier de chez soi. Il faut être fier de son pays. C'est comme ça que les choses peuvent avancer. Alors, Serré, il nous reste juste 2 petites minutes. Oui. Votre mot de la fin. Bon, d'abord, je vais présenter mes excuses aux téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment. S'il y a eu... je ne sais pas les téléspectateurs, mais moi, personnellement, Babacar Nam, je suis satisfait. Si par mégarde j'ai à tenir des propos déplacés, je m'en excuse. En tout cas, ce n'est pas ma volonté. Je suis dans un média public et l'intérêt général chez nous prime. C'est ça, l'intérêt général. Et comme Ndeye l'a dit, tout passe par la citoyenneté. Il n'y aura pas un Mauritanien qui refuse son pays, il ne trouvera pas mieux de toutes les façons. Nous sommes Mauritaniens, nous avons nos valeurs, nous devons critiquer positivement, de manière constructive, ce qui se passe chez nous. Il ne faut pas toujours blâmer, il faut aussi apporter quelque chose. C'est un peu ça, et il faut être mesuré. Il ne faut jamais aller dans les extrêmes, jusqu'au boutiste. Il faut être mesuré. Et par rapport à la liberté de la presse, je pense que les professionnels qui nous écoutent aujourd'hui savent qu'il y a des progrès, mais il faut revoir, comme je l'ai dit, il faut revoir aussi, encore du chemin, il faut revoir encore le statut des journalistes. C'est un statut précaire. Même lorsqu'on dépénalise les délits de presse, on donne, le contexte est ouvert, on peut dire, etc., tout ce qu'on veut, tant que le journaliste n'a pas un statut en béton qui fait que le patron ne peut pas le débaucher quand il veut. Mais être journaliste dans de bonnes conditions. Oui. Tant que le patron, s'il a un statut précaire et éjectable, on peut tout de suite mettre fin à son contrat.
il va se permettre de faire n'importe quoi. De faire n'importe quoi. Alors, merci beaucoup. Merci encore une fois de plus. C'est un grand plaisir de partager ce plateau avec vous. Je rappelle à nos téléspectateurs, j'avais donc sur ce plateau deux grandes voix, deux grands journalistes, Séré Sidibé, journaliste de radio, journaliste aussi de télé, hein, parce qu'il a fait les beaux jours de la télévision nationale. Actuellement, il est à la Radio Mauritanie et un journaliste qui fait un grand travail et beaucoup de choses donc à son niveau. Alors, un grand merci, Séré, je vous remercie infiniment d'accepter aujourd'hui donc cette invitation. C'est un plaisir, comme je l'ai dit tantôt, de partager ce plateau avec vous. Merci également à Ndaïssa Sidi. Je dis toujours, vous êtes la fierté bien sûr de Watania, mais fierté aussi de la nation. Et merci également à la régie, à Racine-Ouane, l'incontournable et l'infatigable. Merci donc au doyen Baye Ndiaga Mokhtar Fall, comme je l'appelle. Merci à mon petit frère Tafadjan. Merci également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Rendez-vous dans 15 jours. Merci encore une fois de plus. Bonsoir.